Et donc bonjour toujours et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net que vous pouvez trouver sur internet et il y a en général le lien sur les vidéos. Ce site essaie de démontrer de façon claire, simple et naïve peut-être un peu que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection, sans le savoir, de façon inconsciente, intuitive, et mue par un but, une mission, une force qui la conduit, comme d'ailleurs toutes les autres espèces, à chercher à atteindre son ultime perfection. Alors pour les espèces classiques, ordinaires, on va dire, ou les espèces naturelles, cette perfection, elle est peut-être essentiellement physique, mais enfin prioritairement physique. Les animaux cherchent à atteindre la meilleure fluidité dans l'air, la meilleure fluidité dans l'eau, le meilleur camouflage, la course la plus rapide, etc. Donc, c'est ce perfectionnement jusqu'à atteindre l'ultime perfection, c'est-à-dire une perfection à peu près indépassable, eh bien c'est quelque chose qui est instinctif, qui est compris dans le programme de la création. Comme la vie était prévue selon moi, la vie était prévue dans la création. À un certain moment, voilà, il y a la création, l'univers se met en route à partir d'un point dont on ne sait pas encore, on n'a pas encore réussi à percer le mystère. On s'approche tout doucement, on le percera ce mystère. C'est la vocation de l'humanité justement, ça fait partie de son désir de perfection, comprendre son monde, expliquer le monde, éclairer le monde, et en même temps atteindre cet état de perfection dont je parle, et qui est la paix universelle, donc un fonctionnement totalement universel, la paix universelle, la fraternité universelle, et l'accession à l'éveil, à la béatitude, au nirvana, peu importe comment on appelle, à l'extase, à cet état de conscience supérieure. Voilà, pour l'instant, pour l'homme, c'est compliqué de l'atteindre. C'est une gymnastique. Voilà, c'est les sages qui cherchent à atteindre cet état-là, et bien souvent, c'est l'œuvre d'une vie. On peut le voir dans l'aventure de Bouddha, le temps que ça a pris dans son évolution. Mais en tout cas, pour moi, c'est le but. Et donc, voilà. Et alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie bien souvent sur des ouvrages ou sur... Alors là, par exemple, bon, j'ai éclairé un peu cet ouvrage sur les syndromes d'Asperger écrit par Anna Livia Marchioni, parce que apparemment, je serais dans cette... la configuration de mon esprit serait dans cette forme. Voilà. C'est une configuration particulière qui fait des pensées atypiques, des visions atypiques, des façons de se comporter particulières, etc. Et donc, la mécanique universelle est le fruit de cet atypisme, on va dire. Voilà. Alors, là, par contre, je vais continuer à m'appuyer, c'est la 6e vidéo, 5e ou 6e vidéo sur ce podcast que j'ai découvert il y a quelques jours sur France Culture, dans l'émission Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet. Le 13 mai de cette année, il avait invité donc Alexandre de Vitry, un chercheur en littérature, à parler de la fraternité, l'évolution de la fraternité dans l'histoire, etc. Là, on est arrivé au moment où il parle
du 19e siècle, de cette partie où justement l'humanité, la pensée, les philosophes, des philosophes comme Saint-Simon, comme Fourier, comme Auguste Comte, etc., Marx, en se basant sur les progrès techniques et sociaux de l'humanité, avait entrevu l'idée que l'humanité va vers la fraternité, vers une sorte de perfection. Ils n'avaient pas tout en main pour pouvoir le démontrer clairement. Il fallait arriver à... Aujourd'hui, on peut... Voilà, ma position me permet en fait de pouvoir dire, eh ben oui, on a déjà construit les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'OMS, voilà, l'Organisation mondiale du travail, enfin, on a construit toutes les structures pour fonctionner de façon universelle. À l'époque, il n'y avait pas encore cette idée de pouvoir fusionner au niveau de fusionner les nations. Il y avait encore, on était encore attaché aux nations, les nations étaient en guerre, plus ou moins, il n'y avait pas de fraternité entre la France et l'Allemagne, la France et l'Angleterre, l'Angleterre et l'Espagne, etc., etc. L'Europe, puisque c'est de là qu'émerge cette vision-là, et ne pouvait pas entrevoir cette idée de paix universelle, de fraternité universelle. Maintenant, on peut l'imaginer, même si on n'est pas dans le meilleur moment. La guerre entre les Russes et les Américains, l'OTAN, ou les BRICS et l'OTAN, on pourrait dire, je ne sais pas, est en train de nous mettre devant la possibilité, voilà, de tendre notre esprit devant la possibilité d'un anéantissement, on pourrait dire, ou d'une déflagration absolue. On se rend bien compte que ces dominants-là, ils aiment flirter avec les limites. Je t'amène jusqu'au bout, je te provoque jusqu'à là, et est-ce que tu vas bouger, Et puis bon, voilà, enfin bref. Et puis les répercussions, ils les regardent à la fin, ah bon, on a réussi, on a fait ça, quoi, ça a rendu ça, on a ravagé la moitié du monde, et ça ne les inquiète pas plus qu'autre chose. Bon, voilà, c'est leur état d'esprit qui est capable de penser de cette façon-là. Bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, ça, c'est épisodique. On dépassera cette guerre comme on a dépassé, comme on est sorti de 39-45, comme on a vaincu les fous furieux qui étaient Hitler et Mussolini et j'en passe. Voilà, donc on sortira de ça et on n'en verra plus que voilà, en quelques décennies, on remet le système sur pied. C'est vraiment, l'humanité, elle a une capacité à dépasser ce genre de choses assez inouïe. Voilà, donc là, je vais relancer cette vidéo, cet audio, je veux dire, et puis on commente en fonction de tout ça. Là, nous sommes dans la perspective de tous ceux qui, au long des âges, ont pensé que le progrès allait adoucir beaucoup la vie même de l'humanité. À la fin du 19e siècle, on voit des chimistes expliquer que puisqu'on pourrait faire circuler je pense à Marcelin Berthelot, qu'on pouvait faire circuler des avions au-dessus de la planète, chacun se connaîtrait mieux et que du coup on arriverait à une paix universelle. C'est un peu le même chapitre. Bien sûr, et moi, voilà, c'est légitime. La seule chose, c'est qu'ils avaient raison, bien sûr. Sauf que c'est le temps qui est devant nous, quand on le dit, on a l'impression que c'est pour demain, que c'est pour dans 15 jours, dans un mois, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans quelque chose qui correspond à notre vie, à nos âges de vie. Donc, on peut visualiser les choses sur 20, 30, 40, 50 ans. Mais dès qu'il faut étendre sur 2-3 siècles, notre esprit n'est pas
conçu pour ça. Voilà, il faut un esprit particulier pour aller penser à ce niveau-là. Et évidemment, pour moi, cet état de perfection, il faudra encore quelques siècles pour l'atteindre. Mais on l'atteindra. Voilà, l'évolution de l'humanité arrivera à ce niveau-là. Même s'il faut 1000 ans, peu importe. L'humanité, elle a le temps finalement. Oui, nous avons un peu perdu de cette foi aveugle en la science qui, ma foi, caractérise beaucoup d'esprits au XIXe siècle. Mais qui rejoint la fraternité, notre thème à certains égards. Oui, qui peut rejoindre tout à fait la fraternité dans cet imaginaire de circulation, d'électricisation en quelque sorte des consciences, et qui, tout cela, c'est cette même imagination politique. C'est un moment d'imagination qui ne concerne pas seulement quelques grands penseurs en vue, mais toutes sortes de gens. Les deux personnes qu'on a entendues, je crois que ce sont dans les deux cas des archives que Jacques Rancière a mises au jour dans ses travaux dans La Parole ouvrière et dans la Nuit des prolétaires, et qui justement a montré que cette imagination, elle traversait différentes couches de la société, et notamment le milieu ouvrier auquel s'est intéressé Rancière, et pas seulement les sphères qu'on appellerait aujourd'hui les sphères intellectuelles. Voilà. Donc c'était bien, on baignait le 19e siècle, à ce moment-là, baignait dans cette idée que le progrès allait dans ce sens, dans un sens positif. Donc voilà, c'est ce qui caractérise cet esprit des années 30 et 40 du 19e siècle qui vont mener à la révolution de 1848, qui est si particulière dans son esprit à cause de cette imagination sociale généralisée. Voilà, c'est-à-dire que justement la révolution qu'on a appelée avec Louise Michel, avec Victor Hugo, qu'on a appelée la Commune, avait comme justement, c'est une révolution de gens pressés de finaliser cette intuition. Il y avait cette créativité du futur, ce futur plein d'espérance, et les hommes voulaient le réaliser de façon accélérer le mouvement. Et c'est là où, c'est ce que je démontre sur la mécanique universelle, on ne peut pas accélérer le mouvement parce que la conscience se modifie mais lentement. Elle a un temps d'évolution qui est différent du temps physique. Physiquement, on peut faire la révolution, mais il faut que la conscience suive derrière. Et donc, c'est une évolution on doit respecter son temps d'évolution, ne pas le bousculer. Dès qu'on le bouscule, on pose un problème à l'humanité. C'est le cas du communisme. Les Russes ont voulu installer l'idée d'égalité, de fraternité de façon brutale et rapide et dictatoriale. Et au final, la liberté, l'égalité sans la liberté, ça ne peut pas fonctionner. L'humain ne peut pas l'admettre. Donc, il manquait la liberté à l'égalité qui était proposée par le communisme. Et ça a été l'erreur. Donc, c'était une tentative. Alors, bien sûr, ça part d'un bon sentiment au final. Les hommes veulent libérer les hommes. Mais même si le sentiment est bon au départ, la finalité n'est pas positive. Et qui s'affirme en même temps contre les penseurs, les Bonald, les Joseph de Maistre, qui ironisaient beaucoup sur la fraternité révolutionnaire. Je pense aussi à Chateaubriand, qui dénonçait ces athées révolutionnaires qui vous appelleraient mon frère en vous égorgeant. On retrouve Chamfort. Tout à fait. Et Chateaubriand pouvait défendre une forme de fraternité dans la mesure où elle était fondée dans le Christ, mais seulement celle-là. Et dans le cas de Bonald, penseur traditionnaliste, contre-révolutionnaire, qui a beaucoup compté dans les premières décennies du XIXe siècle, eh bien, la fraternité détruisait la paternité, qui était la bonne métaphore familiale pour parler de la société. Les compagnons du Tour de France, du côté des ouvriers, fournissent aussi une des sources de cet épanouissement de 1848. Tout à fait, dans une rhétorique qui est assez voisine de celle de la franc-maçonnerie, du reste.
et du milieu ouvrier dont nous parlions à l'instant, le compagnonnage où on se cherche des frères, mais avec beaucoup d'ambivalence, puisqu'il y a aussi beaucoup de violence à ce moment-là associée au monde des compagnons, puisque les membres du devoir concurrent, les devoirs c'est les groupes de compagnons, eh bien, sont l'objet d'attaques, de violences. Donc là encore, la fraternité se retrouve frappée d'ambiguïté. Fratricide. Et néanmoins, en 1948, on voit émerger cette conviction entre février 1948, c'est-à-dire le renversement de la monarchie Louis-Philipparde, la monarchie de juillet, et les journées de juin où on écrase le peuple de Paris et qui mettent fin à cette parenthèse enchantée. En 1948, il se joue quelque chose qui, en quelque sorte, rend très explicite, manifeste, immanquable des phénomènes qui jusque-là étaient beaucoup plus subtils, souterrains, ambigus dans les discours. C'est-à-dire qu'il y a deux fraternités qui s'opposent l'une à l'autre, et cette disjonction entre février et juin rend tout cela éclatant. C'est-à-dire qu'en février, c'est sans doute le moment de l'histoire de France récente où on a le plus cru à la fraternité. Et celui qui proclame la République, c'est Lamartine, c'est un poète, ce qui dit bien l'aspect lyrique de cette pensée fraternelle et même fraternitaire, comme on commence à dire alors. Et juin, eh bien, avec la répression par un pouvoir non plus monarchique mais républicain du peuple de Paris, eh bien, tous ces espoirs sont déçus, sont trompés, et le mot qui domine cette fois le discours, c'est un mot que nous avons déjà prononcé plusieurs fois, c'est le mot de fratricide. Voilà. Lamartine lui-même, qui a été le ministre des Affaires étrangères de 1948, comme on sait, dès 1841, offrait ses vers, déchirez ses drapeaux, une autre voix vous crie, l'égoïsme et la haine ont seul une patrie, la fraternité n'en a pas. Et en 1948, je sais combien il est difficile à définir ce mot magique de fraternité que nous avons emprunté à l'évangile de la religion pour le jeter dans l'évangile de la politique, afin qu'il y germe avec les vertus et avec une efficacité nouvelle dans nos institutions futures. C'est le temps du bref optimisme. Voilà, le temps où l'on croit à l'institutionnalisation possible de tous ces espoirs. C'est-à-dire que la fraternité va permettre de surmonter des antagonismes apparemment indépassables, c'est-à-dire un antagonisme social entre riches et pauvres, entre bourgeois et travailleurs, un antagonisme international entre nations, et un antagonisme également entre chrétiens et républicains, ou anticléricaux, ou forces religieuses nouvelles, romantiques. Et c'est tout ça qui va être déçu. À Lamartine, on peut opposer une autre figure, qui est peut-être un peu son envers, qui est la figure de Marx. Puisque Marx, justement, en 1948, va développer de manière très précoce une critique de la fraternité très sévère devant les événements de Paris, en disant justement non seulement que la fraternité s'est trouvée interrompue par la répression de juin, mais que juin est le produit de février, c'est-à-dire que d'avoir trop cru à la fraternité, on arrive au fratricide. D'avoir nié l'existence de la lutte des classes, des antagonismes sociaux, on arrive à la guerre civile. Vous citez... Voilà, ben c'est bien ce que je disais, c'est-à-dire qu'il n'a pas été tenu compte, en fait, de la nature humaine. Et là, on peut pas... et c'est peut-être le tort aussi de la mécanique universelle. Malheureusement, il y a quelque chose qui refuse de voir l'homme tel qu'il est encore aujourd'hui, parce que il y a le secret espoir que si l'humanité décide de changer les choses plus rapidement, disons, eh ben elle peut mettre le paquet en fait pour améliorer la fraternité, la bienveillance, etc. C'est clair qu'une société qui voudrait aller vers la bienveillance ferait, mettrait dans chaque école deux ou trois psychologues qui seraient là pour détecter chez les enfants les gosses qui ont des problèmes familiaux, qui subissent de la violence ou de la maltraitance, qui ne sont pas aimés, etc., qui ont vraiment des problèmes. Il y aurait des assistantes sociales en pagaille qui prendraient leurs responsabilités vis-à-vis des familles qui sont maltraitantes, par exemple, et qui peuvent engendrer justement des problèmes pour l'éducation. Il y aurait les médias seraient utilisés pour faire évoluer justement
le respect d'autrui, etc. On pourrait vraiment faire ça sur quelques décennies, faire évoluer grandement les choses. Et bien, au niveau mondial, puisque maintenant, la télévision, elle est sur la banquise, comme dans le désert, comme voilà, elle est partout. Donc, on peut vraiment toucher tout le monde. Alors, ça viendra peut-être, mais effectivement, il faut prendre l'homme tel qu'il est. De classe en France, où il écrivait de fait la fraternité, cette fraternité des classes opposées dont l'une exploite l'autre, cette fraternité proclamée en février, inscrite en majuscule au fronton de Paris, sur chaque prison, sur chaque caserne, son expression vraie, pure, prosaïque, c'est la guerre civile. La guerre civile sous sa forme la plus effroyable, la guerre entre le travail et le capital. Cette fraternité flamboyait à toutes les fenêtres de la capitale le soir du 25 juin, quand le Paris de la bourgeoisie illuminait, pendant qu'agonisait dans le feu, le sang et la douleur, le Paris du prolétaire. Voilà, alors ça c'est pareil, mais je vais arrêter sur cette idée-là. C'est pareil, cette lutte fratricide entre le patronat et le prolétariat, qui est encore aujourd'hui à fond dans le truc. Elle est tellement facile à éclairer. En fait, il suffit de comprendre d'abord que c'est une ruse de la raison, le fait de penser que c'est ce combat entre ces deux groupes humains. En réalité, ce sont des partenaires qui s'ignorent, ce sont des collaborateurs, comment on pourrait dire, ce sont des frères qui s'ignorent, le patron et ses employés, le groupe patronal et le groupe employé participent exactement à la même chose, sauf que ça peut évidemment, ça peut se faire de façon fraternelle avec du respect, de l'amour, de la bienveillance, et puis ça peut se faire à coups de bâton, à coups de trick, à coups voilà, avec le mépris d'autrui, etc. Et tout simplement parce qu'il y a l'ego derrière, celui qui croit qu'il est supérieur parce que c'est lui qui a eu l'idée de créer cette entreprise, c'est un entrepreneur, quelqu'un qui prend des risques, etc. Et puis des autres caractères qui sont là pour travailler, etc. Et ce mépris, il est absurde parce qu'en fait, s'il n'y avait que des dominants comme ces patrons, mais ils se taperaient dessus du matin au soir. Parce que c'est pas possible. Si vous mettez que des dominants primates voilà, vous mettez 100 dominants primates dans un enclos, c'est la foire d'empoigne sans cesse, jusqu'à ce qu'un domine l'autre, etc., etc. Mais donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de se mettre derrière les machines, de travailler comme ça, de faire ça, etc. Donc, la logique voudrait qu'il y ait un respect absolu de cette diversité, de cette différence, et une compréhension vraiment mutuelle des deux. Et donc, un respect et finalement un amour entre les deux. Et voilà, c'est là où c'est juste une question de visibilité, c'est une question de conscience. Cette conscience, on peut tout à fait l'élever. Et on peut en plus vraiment expliquer que le patronat aurait intérêt à donner des conditions de vie extraordinaires à leurs ouvriers partout sur la planète. S'ils leur donnaient vraiment des conditions, s'ils les rendaient heureux, c'est facile de rendre heureux maintenant des gens qui travaillent dans une entreprise. Là, en bas du village, il y a une entreprise de plastique, ils font des sacs, etc., des choses. Bon, c'est très facile, si on veut rendre heureux les ouvriers qui travaillent là-dedans, eh ben c'est simple,
au lieu de les faire travailler 7 heures ou 8 heures par jour, eh ben on les fait travailler 4 heures par jour, on embauche plus de personnel, on se débrouille, on discute avec l'ensemble des patronats et mondiaux en disant, bon voilà, on arrête cette compétition horrible qui laisse des gens sur le carreau, voilà, on embauche plus de monde, on permet aux gens de pouvoir se reposer, de ne pas travailler à la chaîne, on les soutient familialement s'il y a des trucs. Vraiment, on peut faire vraiment du gros social, quoi, derrière tout ça. On les paye mieux pour qu'ils aient pas etc., etc. Donc c'est possible, finalement. Les conditions, mettre des mauvaises conditions, c'est le système qui décide ça au niveau mondial. Cette mondialisation, elle pouvait se faire heureuse, vraiment, avec le respect absolu des ouvriers, et puis elle pouvait se faire comme ça, avec des dominants qui dominent de plus en plus, qui ont de plus en plus de pouvoir, qui thésaurisent de plus en plus de choses, des milliardaires qui ont 50 milliardaires qui ont la moitié de la planète, bref, voilà, des choses comme ça. C'était une des solutions, celle qui a été prise. Il y a d'autres solutions derrière ça. Donc on peut arriver à expliquer au patronat qu'il serait plus heureux lui-même déjà de donner des bonnes conditions, etc., etc. On pourrait soigner les pathologies qui font que le patronat certains patronats ont une sorte instinctivement un besoin de sentir que leurs ouvriers sont plus malheureux qu'eux-mêmes, qu'ils soient pas heureux, parce que sinon ils ne trouvent pas leur différence, ils ne se sentent pas suffisamment, ils ne se retrouvent pas comme dominants. Ils ont besoin, pour être dominants, de penser qu'ils sont plus heureux que leurs ouvriers. Et de savoir que leurs ouvriers souffrent, c'est presque une satisfaction. Ben ça, c'est une pathologie psychique. On peut les soigner, tout à fait, on peut soigner ça. Comme on soigne un dépressif, comme on soigne, voilà. Et ça sera soigné dans le futur. Voilà l'idée. Bon, j'arrête là pour cette vidéo. Si vous pensez que c'est digne d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces et puis vous abonner sur la chaîne et puis en parler autour de vous. Voilà, merci à vous. Au revoir.